L'objectif, effectivement, c'est de savoir comment on doit assurer son activité professionnelle. Quand on se lance, voilà, il y a des choses à envisager parce qu'elles sont obligatoires, d'autres qui ne sont pas obligatoires, mais où il va falloir s'interroger. Et il faut savoir que de l'assurance, ce n'est pas quelque chose de figé, ça doit évoluer aussi au fil du temps, au fil du développement de votre activité. Dans le sommaire, on ne va pas faire de tour de table, ça sera avec plaisir, mais on y serait, je pense, encore à 13 heures. Je vais vous présenter Groupama en quelques mots. L'objectif aujourd'hui, ce n'est pas en tout cas de vous vendre Groupama, c'est de vous expliquer pourquoi j'interviens et comment on intervient effectivement dans le monde professionnel. Puis après, on ira dans le détail et dans le vif du sujet, à savoir les différentes assurances qui sont à envisager, que ce soit les responsabilités civiles professionnelles, les assurances de biens, la protection individuelle. On fera un petit focus, c'est quelque chose que vous connaissez normalement déjà sur les assurances privées. On verra en fonction du temps qu'on aura, effectivement, si on peut y aller. Mais je vais faire un lien tout au long de cette présentation entre les assurances privées et professionnelles parce que c'est hyper important. Alors, Groupama, pour effectivement, vous m'excuserez auprès des personnes qui sont en Saône-et-Loire ou je crois aussi dans l'Ain, mais Groupama, nous sommes effectivement une entreprise nationale, une entreprise internationale, mais nous sommes avant tout un acteur de proximité, un assureur de proximité, et donc nous sommes découpés en caisses régionales. Moi, je suis rattaché à la caisse régionale de Groupama Grand Est. Et Groupama Grand Est, la particularité au niveau de la Bourgogne, c'est que les différents départements sont rattachés à différentes caisses régionales. Donc, la Côte d'Or est rattachée à Groupama Grand Est, la Saône-et-Loire est rattachée à Groupama Rhône-Alpes, Lyon, mais qui n'est pas concerné aujourd'hui, est rattachée à Groupama Paris-Val-de-Loire, tout comme la Nièvre. Donc, en ce qui me concerne, moi, je suis rattaché effectivement à Groupama Grand Est et plus précisément au département de la Côte d'Or. Vous avez à l'écran les différentes agences Groupama. Hein, on a 20 agences qui sont réparties sur tout le territoire. En fait, l'objectif, il est simple, c'est d'avoir une agence Groupama à moins de 20 km des assurés, hein, tout simplement. Moi, je suis rattaché, en tout cas Groupama, on est assureur historique du monde agricole. Hein, on évolue désormais dans tous les domaines d'activité et aussi bien auprès des particuliers, des exploitants agricoles, des artisans et des communes aussi, hein, puisqu'on a aujourd'hui une commune sur deux du monde rural qui est assurée chez Groupama. Mais néanmoins, effectivement, on a un réseau dédié aux professionnels. Alors, moi, j'interviens en tant qu'animateur technico-commercial auprès des 6 conseillers professionnels qui sont répartis sur le département. Je suis là pour les appuyer, pour les aider à monter en compétences, puisque je fais le métier depuis 15 ans. L'objectif, en fait, c'est d'avoir pour nos clients professionnels un interlocuteur unique qui est en mesure de répondre à tous leurs besoins d'assurance. Tout se décide en local. Hein, chez nous, nos plateformes sont à Dijon et à Strasbourg. Nos services sinistres sont sur place. Tous les services sont en local. Il n'y a aucune décision qui se prend nationale. On est en relation, effectivement, bien évidemment, avec BGE, hein, mais également avec d'autres partenaires professionnels. L'intérêt, effectivement, c'est de pouvoir rencontrer les professionnels dès du moins la naissance de leur projet pour pouvoir éventuellement les conseiller et les orienter. Parce que vous allez voir effectivement au niveau de l'assurance entre ce qui est obligatoire, ce qui ne l'est pas, on est vite perdu et parfois on ne fait pas forcément les bons choix. Quand on travaille dans le domaine de l'assurance, on n'est pas forcément des spécialistes et on peut vite oublier. Et si on n'est pas forcément bien conseillé, ça peut à terme être préjudiciable. Et puis, on a des partenaires aussi, d'autres partenaires que des partenaires professionnels. On a des partenaires sportifs que vous voyez, que ce soit le DFCO. Alors, on parle bien de la caisse régionale Groupama Grand Est, hein, donc d'où la présence du DFCO. Moi, je suis un Auxerrois pure souche. Je préférerais voir la JOCR à la place du DFCO, mais au niveau de Grand Est, voilà, on est sponsor au niveau du DFCO. Et sur d'autres caisses comme Rhône-Alpes, voilà, on est très proche entre autres d'un club de foot comme Lyon également à travers leur stade,
etc. Ça, c'est du partenariat en fait, d'image, tout simplement, dont on a besoin forcément. Mais le quotidien pour nous, ce sont nos partenaires professionnels locaux. Si vous avez des questions sur le fonctionnement Groupama, etc., vous n'hésitez pas par la suite à y revenir. L'important, en fait, on rentre rapidement dans le cœur du sujet, parce qu'effectivement, quand on est particulier, la connaissance que l'on a de l'assurance, en fait, c'est déjà la vision. Je vais déjà aller sur la vision. La vision de l'assureur, elle n'est pas forcément toujours idéale. Parce qu'on est face à quelque chose qui est obligatoire. C'est-à-dire qu'on a l'obligation, quand on est particulier, de s'assurer. On a l'obligation d'assurer son véhicule à travers la responsabilité civile automobile. Quand on assure son véhicule, en fait, l'obligation d'assurance, elle est faite pour protéger les tiers. Si j'occasionne un accident, je dois être assuré pour que les victimes soient indemnisées. Donc, cette obligation en matière d'assurance automobile, elle concerne uniquement ce qu'on appelle communément l'assurance tiers, l'assurance tiers simple. Et ensuite, en fonction du véhicule, de l'âge du véhicule, en fonction de sa valeur, en fonction de ceci, de ses possibilités, on va l'assurer en tout risque, pour sa valeur, entre autres. On va avoir des garanties assistance, des prêts de véhicules, voilà, des options à son contrat d'assurance. Mais à la base, effectivement, on a cette obligation. Cette obligation qu'on connaît aussi, on la connaît aussi sur l'assurance habitation. Dans un cas précis, enfin dans deux cas, on va dire, c'est l'assurance des locataires. Je suis locataire, j'ai l'obligation d'assurer le logement que je loue. Toujours pareil, parce que si j'occasionne un dommage, je suis la cause d'un incendie, il faut que le propriétaire soit indemnisé. Je suis accédant à la propriété, la banque va faire en sorte que je sois assuré, va en tout cas demander à ce que je sois assuré, parce que si, pareil, la maison elle brûle, il faut effectivement que le prêt soit soldé. On parle bien de l'assurance de la maison qui vient en plus effectivement des assurances sur la personne qui existent aussi dans le cadre du prêt immobilier, dans le cas du décès. C'est toujours pareil, c'est le prêteur est protégé. Par contre, si je suis propriétaire de ma maison, que je n'ai plus de prêt, rien ne m'oblige à l'assurer. On sait qu'aujourd'hui, la majeure partie des gens assurent leurs biens immobiliers, mais dans certains cas, et on l'a déjà vu dans le cas de grosses catastrophes naturelles où des personnes se sont retrouvées avec des maisons totalement détruites et pour des raisons de négligence ou des raisons aussi de moyens n'étaient pas assurées et se retrouvaient effectivement du jour au lendemain sans rien. Mais effectivement, quand on est un particulier, l'obligation d'assurance, elle concerne le véhicule, la responsabilité civile automobile et l'habitation. Donc, quand je pense que quand on a cette contrainte, on a une attente par rapport à ça. Et quand on assure son auto ou quand on assure son habitation, parfois on ne va pas plus loin que de demander effectivement un tarif pour assurer une maison de 4 pièces. On va choisir le tarif le plus intéressant. Tout est OK. Et puis le jour où il y a le sinistre, parfois il y a des problématiques qui naissent. Et effectivement, ce qui est important, c'est quand on mûrit un projet professionnel ou quand on vient de se lancer, c'est de ne pas s'arrêter à cette notion d'obligation. Effectivement, on va devoir mettre en place certaines assurances professionnelles. Alors, toujours pareil, la responsabilité civile automobile pour le véhicule, l'assurance décennale pour les artisans et quelques assurances responsabilité civile. On a des cas où on n'a pas d'obligation d'avoir une responsabilité civile professionnelle. Les professions effectivement réglementées vont avoir cette obligation. Un chirurgien, il a l'obligation d'avoir une responsabilité civile parce qu'il intervient sur un corps humain avec tout le risque que ça représente. Dans le cas d'un agent immobilier, la vente d'un bien immobilier aussi peut avoir des conséquences financières importantes. Mais une secrétaire indépendante qui travaille de son domicile n'aura pas forcément l'obligation d'avoir de responsabilité civile professionnelle. Donc, elle peut se lancer effectivement sans avoir cette garantie-là. Toujours la question à se poser quand on est en face de ce domaine de l'assurance, c'est de se dire, OK, je ne me couvre pas, mais demain, est-ce que ça ne peut
ne pas avoir des conséquences? Est-ce que ça peut m'être préjudiciable de ne pas avoir mis en place d'assurance professionnelle? Donc, c'est une démarche, effectivement, une démarche que vous devez avoir de réflexion, et l'accompagnement de votre assureur est primordial. Libre à chacun aujourd'hui d'aller sur Internet pour souscrire une assurance. Ça signifie que j'ai pris en compte effectivement tous les risques, et que je me suis assuré que demain, si je suis en face d'un conflit, d'un litige avec un client, par exemple, eh bien, que j'ai mis en place des garanties qui sont importantes. D'où notre vision, c'est d'avoir un assureur, quel qu'il soit, physique, de proximité, et qui soit en mesure effectivement de vous orienter, de réaliser un audit de façon à analyser quelles sont les assurances dont vous avez besoin. Cette analyse, cet audit, il est réalisé généralement à un instant T. Alors, dans le meilleur des mondes, quand on mûrit un projet professionnel, on est souvent accompagné, que ce soit des plateformes comme Initiative, comme BGE, comme la CAPEP pour les artisans, qui vont aussi effectivement évoquer ce côté assurance et faire en sorte que ça soit anticipé. Comme je vous le disais, effectivement, l'assurance n'est pas quelque chose de figé, c'est quelque chose qui évolue dans le temps. Ça signifie qu'à un instant T, je mûris mon projet, je réalise des devis d'assurance que je vais souscrire ou non, et au fil du temps, en fonction de l'évolution de mon activité, en fonction de l'évolution de mon matériel professionnel, je vais devoir faire évoluer ces assurances, et il faudra à tout prix que j'ai ce réflexe de dire, OK, est-ce qu'aujourd'hui, les assurances que j'ai mises en place sont toujours en relation avec mon activité au quotidien, tout simplement. Et c'est ce qui évitera d'être dans une situation qu'on rencontre souvent quand on est particulier, où on ne se soucie pas trop effectivement de ce qu'il y a dans les contrats d'assurance, et que il peut y avoir un moment où il y a un conflit avec l'assureur parce qu'on n'avait pas vu que il y avait certes qu'on était assuré tout risque pour son véhicule, mais qu'il y avait une franchise de 800 €. Ça veut dire que j'ai un sinistre avec un gibier. Dans mes coins, il y en a beaucoup. Là, j'ai un sinistre avec un gibier. Mon véhicule va être réparé, mais je vais devoir effectivement sortir 800 € de ma poche. C'est cette notion de franchise, tout simplement. Cette notion d'assurance obligatoire, Clarisse, vous m'arrêtez ainsi. Oui, je vous arrête. J'ai une question dans le chat qui concerne justement dans les obligations des assurances. La question de Laurine, dans un commerce, est-ce qu'il faut obligatoirement une assurance pour les clients? Alors, non, on est dans ce cadre effectivement des assurances de responsabilité civile. Un commerçant, en fait, effectivement, ce qu'il doit envisager, c'est une responsabilité civile professionnelle. Mais elle n'est pas en soi obligatoire parce qu'on n'est pas dans le cadre d'une profession réglementée. C'est là effectivement qu'on doit avoir ce cheminement, nous, assureurs, quand on rencontre un professionnel qui s'installe ou qui a le projet, on va lui expliquer qu'il a besoin d'une responsabilité civile. On ne va pas lui expliquer qu'il peut s'en passer. Parce que dans les faits, oui, on peut s'en passer. Mais c'est à ce moment-là, c'est d'analyser, de se dire effectivement, si je ne prends pas d'assurance, qu'est-ce que je risque? Si j'ai un commerce, ce que je risque, déjà, c'est à un instant T, on va y aller dans le détail après de la responsabilité civile, c'est une blessure, un client qui tombe dans le magasin va pouvoir effectivement faire jouer la responsabilité civile du professionnel. Et puis, si je vends un produit fini que j'ai fabriqué moi-même ou je suis juste revendeur, ma responsabilité peut être engagée. Donc non, il n'y a pas d'obligation par rapport à ça. Par contre, c'est jouer avec le feu. Donc il faut effectivement que ça soit mis en place. Mais pas d'obligation. Est-ce que ça répond à la question? Elle dit que oui. Okay. C'est bon. Ok. Voilà. On y vient donc en dehors du cadre légal, c'est-à-dire qu'on crée son entreprise et on verra après en détail vraiment cette notion de garantie obligatoire, hein, mais en dehors de ce cadre légal où je dois assurer mon véhicule, où je dois avoir une décennale, où je dois assurer
mon habitation, alors quand je parle d'habitation, ça peut être aussi un local professionnel. Si je loue un local professionnel, j'ai l'obligation de l'assurer pour protéger le local, le propriétaire. Mais en dehors de cette obligation, de ce cadre légal, et c'est pour ça qu'on a intitulé cet atelier Assurer la pérennité de votre entreprise, c'est bien de ça dont il s'agit. Il faut avoir à l'esprit aujourd'hui, on est dans un contexte qui est grandissant, hein, nous on le voit au niveau assureur, où les gens sont de plus en plus procéduriers. Alors, on pourrait passer des heures à essayer de comprendre pourquoi. Pas mal de choses qui font que les gens sont de plus en plus procéduriers. Maintenant, on a des réseaux sociaux formidables, qui sont presque, pour certaines personnes, même leur vie au quotidien, où on vous explique effectivement souvent que dans le cadre d'un achat, on peut mettre en cause le professionnel quelque part pour que l'achat ne coûte rien. Pour faire simple, en gros, c'est j'achète quelque chose et je trouve la petite faille qui fait que ça va être remboursé par l'assurance du vendeur. C'est un constat, c'est clairement au goût du jour. C'est aujourd'hui, on se lance dans des procédures pour un oui ou pour un non. Et forcément, quand on n'a pas cette garantie responsabilité civile, il faut bien comprendre que si on est mis en cause, c'est avec ses propres deniers qu'on va devoir peut-être, si en tout cas on est reconnu entre guillemets coupable, mais quelque part c'est ça, on va devoir effectivement indemniser avec ses propres deniers la personne qui nous met en cause. L'important dans tout ça, dans cette notion de couverture d'assurance en dehors du cadre légal, c'est aussi de se protéger et protéger également ses proches. Pour la plupart, en tout cas, c'est aussi la vision que j'en ai. Pour la plupart des porteurs de projets ou des gens qui s'installent, ils sont passés antérieurement par un statut salarié où effectivement, depuis 2016, on a l'obligation, tout employeur a l'obligation de mettre en place une mutuelle, une complémentaire santé dans l'entreprise et de la proposer aux salariés. Selon les conventions collectives, il y a également des garanties prévoyance pour couvrir les salariés en cas d'arrêt de travail, en cas de décès, en cas d'invalidité, qui viennent en plus des garanties de base du régime social, ce qui fait qu'un salarié aujourd'hui qui est en arrêt de travail, pour être totalement transparent, je prends mon cas, moi si je suis en arrêt de travail, je ne vais pas perdre un centime. Je suis salarié, je suis protégé, je suis en plus salarié d'une entreprise d'assurance, donc avec des grosses garanties, donc je suis en arrêt de travail, je vais pas avoir de perte financière. Quand il y a une garantie prévoyance en place dans l'entreprise dont je suis salarié, voilà, je suis couvert par rapport à ça. Quand je passe indépendant, alors après on va pas aller dans le détail du statut de l'entreprise. La SAS, par exemple, sera différente de l'entreprise individuelle, mais je vais prendre surtout le cas de l'entreprise individuelle et du statut du travailleur non salarié. Mon régime de base n'a plus rien à voir avec celui que j'avais quand j'étais salarié. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je suis travailleur non salarié, si je suis en arrêt de travail, j'aurai une perte financière. Si je ne pense pas à me couvrir individuellement, en plus de ce qui est prévu au niveau du régime de base. En cas de décès, il y aura une indemnisation qui sera versée aux proches, mais qui est très limitée. Et en cas d'invalidité, il y aura une indemnisation qui sera faite si je suis invalide à plus de 66%. Autant dire, si vous imaginez ce que représente 66% d'invalidité, on est déjà dans un état critique et on a un certain nombre de professions où même à 30, 20, 15, même 10% d'invalidité où on ne peut plus travailler comme avant. D'où l'importance, et je ne l'ai pas mis en priorité dans cet échange parce qu'on a tous les sujets à évoquer, mais pour nous, assureurs généralistes, la priorité, c'est la protection individuelle et la protection des proches. Pourquoi ? Parce que quand vous créez votre structure,
vous êtes au centre de tout. C'est-à-dire que vous avez beau avoir le plus beau véhicule professionnel avec le plus beau flocage, le plus beau magasin, le meilleur produit du monde. Si vous êtes sur le flanc, il ne se passe rien. Et si je suis sur le flanc, parce que on sait très bien, les artisans et les indépendants, en règle générale, ne s'arrêtent pas pour un rhume. Hein. Mais si malheureusement, j'ai eu le cas dernièrement d'une assurée qui est effectivement un cancer et qui a dû s'arrêter déjà un bon bout de temps. Donc pendant ce temps-là, plus d'activité. Elle a pu reprendre par la suite, mais en temps partiel. Donc perte de revenus également. Le régime de base, à un moment donné, à un instant T, il va vous verser un montant beaucoup moindre que ce que vous sortez habituellement en revenu, ou en tout cas ce dont vous avez besoin pour vivre, et c'est limité dans le temps également. Donc, il est primordial, dès le départ, de réfléchir à la couverture prévoyance, et je fais le lien avec la mutuelle également, hein, donc tout ce côté protection individuelle. Bien évidemment, les situations de chacun sont différentes. Je crée ma structure et j'étais auparavant salarié, j'ai fait une rupture de mon contrat de travail dans le cadre d'une rupture conventionnelle, je vais potentiellement bénéficier d'une portabilité de la mutuelle que j'avais en tant que salarié. Ça, ayez-le en tête aussi. L'employeur se doit de, quand vous quittez la structure, que vous aviez la mutuelle par le biais de son entreprise, il se doit de vous proposer la portabilité, c'est-à-dire que pendant une période qui peut aller jusqu'à 1 an, je vais pouvoir bénéficier gratuitement de la mutuelle. Donc forcément, quand je vais m'installer, je n'ai pas besoin de mettre en place une mutuelle. Néanmoins, avec votre assureur, il faut déjà envisager à moyen terme le fait que dans 1 an, vous n'aurez plus cette couverture, donc il faut déjà le chiffrer. Et c'est important également de le prévoir dans un prévisionnel. La prévoyance, effectivement, donc la notion de prévoyance, j'entends par prévoyance le fait de toucher une indemnité en cas d'arrêt de travail. Pour faire simple, le régime de base, on va prendre un montant qui est le montant moyen à peu près. Imaginons que le régime de base vous verse 30 € par jour d'arrêt de travail. Donc 30 € par jour sur un mois, hein, sur un mois calendaire, 30 jours, le régime de base vous versez 900 €. Si votre besoin en rémunération est de 1 500 €, il faudra effectivement couvrir cette différence. Donc vous aurez besoin de voir avec votre assureur pour couvrir, en plus des 900 €, 600 € qui vous seraient versés non pas par le régime de base, mais par l'assurance pour arriver à votre besoin de 1 500 € mensuels. Comme pour la mutuelle où je peux bénéficier d'une portabilité, si j'ai fait une rupture conventionnelle, je vais bénéficier de l'ACRE. Donc, pendant une période donnée, je vais toucher des indemnités de Pôle emploi. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qui s'analyse avec votre assureur, parce que cette indemnité que je vais toucher de Pôle emploi, à un moment donné, elle va s'arrêter. Donc, il faudra prévoir une couverture, prévoyance, qui prendra le relais. Mais ce qu'il faut aussi avoir à l'esprit, c'est qu'une garantie Pôle emploi, si je suis en arrêt de travail, elle se stoppe, elle est reportée dans le temps et je toucherai des indemnités par la sécurité sociale. Donc, il peut être quand même, en fonction des situations individuelles, préconisé de souscrire en complément de votre indemnisation Pôle emploi une garantie prévoyance individuelle. Cyril, j'ai 2 questions sur le chat. Peut-être que ça peut être pertinent de les poser là maintenant. Alors, sur cette protection, alors c'était sur le moment, donc là, je ne suis pas complètement sûre de quelle protection on parlait. Sur cette protection, est-ce que cette protection fonctionne aussi sur des entreprises de services? Hop, si monsieur ou madame Aubin veut préciser, il ne faut pas hésiter à remettre le son et puis venir préciser un petit peu. Je vous cherche. C'est par rapport aux arrêts de travail, oui. Ah, le micro ne fonctionne pas. Je vais essayer de… Donc, par rapport aux arrêts de travail, est-ce que la protection fonctionne aussi pour des entreprises de services?
quelle protection? La protection du régime de base ou le fait de mettre en place un contrat individuel? Je vais la laisser répondre sur le chat. Vous aviez pris l'exemple, Cyril, sur le client, votre cliente malade pour assurer les revenus. Oui. C'est pour tout type d'activité? Ah oui, bien sûr. L'exemple que vous avez donné, là, ils sont pour tout type d'activité? Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. De toute façon, quelle que soit l'activité, il faut penser effectivement à protéger ses revenus. Après, la mise en place d'un contrat effectivement de ce qu'on appelle nous prévoyance, hein, indemnité journalière en cas d'arrêt de travail, décès, invalidité, euh, tout ce qui va être les notions de montant, les notions aussi de coût dépendent de l'activité. Hein, dépendent de l'âge, dépendent de pas mal de critères. Néanmoins, quelle que soit l'activité, à partir du moment où je suis indépendant, que je sois sur une entreprise de service, un commerce, un artisan, il faut penser effectivement à avoir une couverture complémentaire. Alors, je ne vais pas dans le détail de tout ça, mais effectivement, c'est parce que c'est le travail de votre assureur. Vous n'êtes pas, tous les indépendants ne sont pas rattachés au même régime de base. Une infirmière libérale a son propre régime de base, un artisan a son propre régime de base. Ces régimes fonctionnent différemment. Une infirmière libérale ne touchera pas en arrêt de travail le même montant de la part de son régime de base qu'un artisan va toucher. Ça ne sera pas un déclenchement au même moment, ça ne sera pas la même durée. Donc ça, c'est le travail effectivement de votre assureur au moment où vous le rencontrez, vous lui présentez votre projet, de voir à quel régime de base vous allez être attaché et quels sont les montants que vous allez effectivement toucher de votre régime de base en cas d'arrêt de travail. Pour ça qu'on part d'une vision globale en disant oui, on a dans l'ensemble des assurances obligatoires qui, en règle générale, ne suffisent pas, mais dans certains cas, peuvent éventuellement suffire. Et c'est la même chose pour la prévoyance. Je prends l'exemple de l'infirmière libérale. Effectivement, le régime de base et les indemnisations prévues au niveau de leur régime de base ont évolué en 2021 ou 2022, je ne sais plus exactement, mais en tout cas, ça a évolué dans le bon sens, où les montants sont plus importants, les durées sont plus importantes. Et là, on a tout intérêt et on a l'obligation de calculer en fonction du résultat réalisé quelle serait l'indemnité versée par le régime de base. Et dans certains cas, elle peut suffire. Donc, pour répondre, dans toutes les situations, on doit se pencher sur ces notions de prévoyance. Et dans certains cas, ce qui est prévu au niveau du régime de base sera suffisant. Mais on y reviendra par la suite sur ces contrats-là. Je vous donnerai 2-3 infos là-dessus. Vous verrez que quand on va dans la réflexion, on ne doit pas s'arrêter sur la notion de revenu et que pour le coup, même si le régime de base prévoit des garanties suffisantes, l'arrêt de travail peut avoir des conséquences autres que sur le revenu. J'ai deux autres Dites-moi. questions, dont une, je pense, qui peut être assez simple là à répondre. Si on bénéficie déjà de la mutuelle, on parlait de la mutuelle tout à l'heure, de la portabilité, mais si on est déjà sur la mutuelle de son conjoint, est-ce que ça peut suffire? Oui, oui, oui. Après tout ça, ça s'analyse. Ça s'analyse effectivement. Si notre vision à nous, elle est claire. Alors après, vous avez des personnes qui ne prennent pas de mutuelle parce qu'ils ont fait des calculs, ils ont estimé qu'il n'y en avait pas besoin. On sait, nous, dans les faits, que on peut faire tous les calculs qu'on veut, on ne peut pas prévoir demain de se casser la figure dans les escaliers, de se retrouver hospitalisé pendant 3 mois et de devoir payer un forfait hospitalier et tout ce qui va avec. Donc l'important, effectivement, c'est d'avoir une mutuelle. Après que l'on soit rattaché à la mutuelle du conjoint ou qu'on prenne une mutuelle à titre individuel, les deux solutions sont bonnes. Nous, dans notre démarche, c'est effectivement d'analyser. Vous avez aujourd'hui, surtout dans les grandes structures, vous avez souvent des mutuelles qui sont mises en place qui couvrent l'intégralité de la famille. Que l'on soit 2 sur le contrat ou que l'on soit 10, le coût pour le salarié est le même.
aucune utilité, quand on crée sa structure, de sortir de ce contrat pour prendre un contrat individuel. Aucune utilité, sauf si les garanties de la mutuelle du conjoint ne sont pas suffisantes et ne correspondent pas aux besoins. C'est toujours pareil, une véritable analyse. Mais si les garanties correspondent aux besoins et qu'il n'y a pas de coût supplémentaire pour être attaché à la mutuelle du conjoint, le conseil, ça de rester sur cette mutuelle-là, hein, bien évidemment. Une mutuelle que l'on souscrit à titre individuel coûte toujours plus cher qu'une mutuelle collective et en règle générale, les garanties sont plus avantageuses. Après, on est dans le cas du travailleur non salarié. Si on est dans le cas, je crée une structure sous forme juridique SAS, par exemple, c'est différent, puisque je vais être potentiellement salarié de ma structure, donc je devrais être couvert par la mutuelle de ma structure. Ok. La dernière question que j'ai, c'est quand on prend un commerce, quand on crée un commerce, certainement en tant que gérant, il y a les assurances pour le commerce, il y a les assurances pour sa famille. Est-ce que voilà, l'idée, ce serait de tout réunir? Est-ce qu'il faut faire 2 contrats? Est-ce qu'il n'y en a qu'un seul? Est-ce qu'on met tout ensemble? Quelle est la préconisation? C'est même pas véritablement une histoire de préconisation, hein. Le privé reste du privé, le professionnel reste du professionnel. Alors, le cas particulier, c'est le cas de l'entreprise individuelle. Et enfin, on a aussi le statut de l'auto-entreprise où très souvent, on souscrit un contrat d'assurance professionnel que l'on règle à titre personnel quand on est souvent en notre entreprise, on le voit. Mais dans le cas inverse, hein, des contrats qu'on a à titre individuel, par exemple, contrat d'assurance de la maison payé avec le compte professionnel. Pour nous, encore une fois, moi, je suis quelqu'un de très transparent, hein. En tant qu'assureur, nous, ce qui importe, c'est que si demain on doit payer un sinistre, c'est que les cotisations d'assurance aient été payées. Donc, qu'elles soient payées avec un compte professionnel ou avec un compte personnel, nous, quelque part, on ne s'y opposera pas. Par contre, c'est toujours de se rapprocher de ces conseils et de voir au niveau comptable si je suis en mesure de financer avec le compte professionnel une assurance personnelle. Voilà. En règle générale, voilà, nous, il y a 2 choses différentes. Il y a le privé et le professionnel. On peut avoir quelques cas particuliers, qui peuvent être, par exemple, l'utilisation d'un véhicule. Je crée ma structure pour limiter les charges au départ. Je vais utiliser mon véhicule personnel à des fins professionnelles. Est-ce que je vais faire prendre en charge le contrat d'assurance par l'entreprise? Est-ce que je vais déclarer des kilomètres? Ça, c'est à voir au niveau de la comptabilité. Je ne sais pas si je réponds à la question, par contre. Oui. Oui, ok. Dernier point, alors est-ce qu'on a les gens vont peut-être pouvoir lever la main, est-ce qu'on a des gens dans l'Assemblée qui ont le projet de créer leur structure avec des embauches ou qui sont déjà employeurs de main-d'œuvre? Je ne sais pas s'il y a des gens qui lèvent la main. Je n'ai pas de main levée là. Ah, oui. Il y a une main levée. Ok. Alors, rapidement par rapport à ça. Voilà. Il y a deux ou 3 personnes. Rapidement par rapport à ça, toujours pareil, il y a des obligations et il y a des facultatifs. Les obligations, l'obligation principale, je parle assurance, hein, je parle vraiment que sur la notion assurance. Hein. L'obligation principale depuis 2016, c'est l'obligation de mettre en place une mutuelle pour tous ces salariés, de leur proposer. Certains salariés vont pouvoir refuser d'adhérer. C'est des cas particuliers. En tout cas, aujourd'hui, je crée une entreprise, j'embauche, je dois mettre en place une mutuelle, je dois la proposer et dans quelques cas, mon salarié pourra ne pas y adhérer. On ne va pas se faire des nœuds dans la tête par rapport à ça.
c'est le conseil, c'est le travail de votre assureur de vous dire, votre salarié, il peut refuser ou il peut accepter. Et je mets en parallèle de l'assureur le comptable, parce que c'est aussi au comptable d'intervenir et de vous orienter par rapport à ça. Dès le premier salarié, cette obligation, c'est dès le premier salarié. Dès le premier salarié. Même après, en alternance, par exemple, voilà, dès qu'il y a un contrat avec quelqu'un, c'est une obligation. Oui. Alors après, on doit toujours se mettre en relation on doit toujours prendre connaissance de la convention collective à laquelle l'entreprise est rattachée, parce que cette loi de 2016 a imposé l'obligation à toutes les entreprises, mais avant 2016, il y avait déjà des conventions collectives qui l'avaient imposé. Je pense par exemple à la convention collective hôtel, café, restaurant. Avant 2016, les entreprises avaient l'obligation de mettre en place une mutuelle pour leurs salariés. Par contre, en fonction des conventions collectives, il peut y avoir des conditions d'ancienneté. Ça veut dire que j'embauche, à l'embauche de mon premier salarié, je dois mettre en place une mutuelle, mais il peut y avoir une condition d'ancienneté. Par exemple, il faut qu'il ait plus de 3 mois d'ancienneté pour en bénéficier. Donc, ça, c'est aussi le travail de votre assureur, de regarder si vous avez l'obligation dès le départ de la mettre en place. Les niveaux de garantie, c'est pareil, c'est la convention collective qui va nous dire s'il y a des choses de prévues ou pas. Donc, si on est dans un cadre où la convention collective n'impose rien, on a juste l'obligation de mettre en place une mutuelle avec des minimums de garantie qui ont été fixés par l'État, en fait, tout simplement. Le droit du travail, c'est le droit commun qui prime. Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. Oui. Ok. La convention collective va permettre de voir aussi si j'ai l'obligation ou pas de mettre en place de la prévoyance, donc de la validité, du décès et de l'arrêt de travail. Si je ne mets rien, si la convention collective ne m'impose rien, il y a quand même une loi qui couvre, le nom me sort de la tête, une loi qui fait que le salarié, en fonction de son ancienneté, bénéficiera du régime de base d'une indemnisation en cas d'arrêt de travail dont le montant et la durée est fonction de son ancienneté dans l'entreprise. Mais le contrat de prévoyance que peut m'imposer la convention collective va permettre de compléter pour que, en gros, le salarié touche l'intégralité de son salaire en cas d'arrêt de travail. Voilà les deux points où on peut avoir une obligation pour les salariés, c'est la mutuelle. La mutuelle, c'est dans tous les cas. La prévoyance, c'est en fonction de la convention collective. Pour le reste, c'est le même cheminement, on va dire, intellectuel que les autres assurances. C'est de se dire, est-ce que je m'arrête à l'obligation ou est-ce que je vais plus loin? Aujourd'hui, on est dans un contexte, et nous on le voit aussi en tant qu'employeur, un contexte totalement inversé par rapport au passé, où auparavant, un employeur, quand il avait un poste où il devait recruter, il avait en face de lui 3 candidats. Le rapport de force aujourd'hui, il est presque inversé. Aujourd'hui, le candidat, il est en face de lui 3 entreprises qui seraient prêtes à l'embaucher. Donc aujourd'hui, le candidat regarde plus loin que de regarder le salaire. On le voit, ils vont regarder les différents avantages dont ils peuvent bénéficier. Et entre autres, effectivement, ça peut être un contrat de prévoyance qui est en place, même si la convention collective ne l'impose pas. Pardon, ça peut être également de la retraite complémentaire, de l'épargne salariale, etc. Donc, sur cet axe-là, effectivement, avoir à l'esprit que si vous embauchez, vous aurez des obligations et vous aurez aussi des choses sur lesquelles il faut réfléchir, à mettre en place maintenant ou plus tard. Mais il est important que vous ayez tous les éléments par rapport à ça. Pour synthétiser, voilà en gros pour un professionnel, ce qu'il lui faut, c'est une responsabilité civile pour son activité professionnelle. On l'a dit, certaines activités font qu'on n'a pas forcément l'obligation, mais gardez à l'esprit qu'il le faut à tout prix, vu la situation actuelle où maintenant on peut être mis en cause dans n'importe quelle situation, qu'il faut être couvert par cette responsabilité civile. Il faut une assurance de vos biens. J'ai un local professionnel, il faut que ce local il soit assuré. Que je sois propriétaire ou que je sois locataire, il faut que mon local soit assuré. Et c'est important, ce qui est indiqué, c'est éventuellement une adaptation de vos assurances auto et habitation. Je reprends mon exemple d'une secrétaire administrative qui travaille de son domicile. Je me lance dans cette activité. Il faut que je me rapproche de mon assureur.
pour savoir si je dois adapter mon contrat d'assurance habitation parce que j'utilise un bureau à titre professionnel, parce que j'ai du matériel professionnel. Est-ce que mon contrat d'assurance habitation me couvre en l'état ou est-ce qu'il faut que j'ai un contrat spécifique à côté? Mon assurance de véhicule, j'ai mon véhicule personnel que j'utilise à des fins professionnelles. Il est assuré pour une utilisation classique, déplacement privé et déplacement domicile, lieu de travail. Je l'utilise à des fins professionnelles. Il faut que je me rapproche de mon assureur pour savoir si je suis toujours couvert pour une utilisation quotidienne pour aller en clientèle, par exemple. Et également, j'ai potentiellement du matériel dans mon véhicule. C'est du matériel professionnel. Est-ce qu'il est assuré dans l'état actuel par mon contrat d'assurance? Parce que si je regarde mon contrat d'assurance, je prends le contrat d'assurance Groupama, je vois que j'ai du contenu d'assuré dans mon véhicule, je me dis c'est très bien, mon contenu est assuré, mais les conditions générales de votre contrat, quand vous prenez la définition du contenu, le contenu, c'est du contenu non professionnel. Ça va être un portefeuille, un téléphone, des clés, des bagages parce que je pars en vacances. Par contre, si je suis coiffeur à domicile et que j'ai tout mon matériel professionnel dans le véhicule, ce n'est pas du contenu, c'est du matériel professionnel. Il me faut une garantie spécifique pour ça. Donc, il est important aujourd'hui pour toutes les personnes qui vont avoir une activité professionnelle à leur domicile ou qui vont utiliser leur véhicule personnel à des fins professionnelles, de vous rapprocher de votre assureur pour savoir si vous devez faire évoluer ou non votre contrat. Et entre parenthèses, seuls les écrits restent, donc vous vous faites confirmer. Si on vous dit c'est très bien comme ça, vous êtes couvert, vous vous faites confirmer par écrit. Un mail, c'est très bien. Il faut prévoir une assurance qui peut compenser le manque à gagner de votre régime social. Donc, effectivement, c'est de la prévoyance. En fonction de votre situation, il faut potentiellement envisager un contrat qui vous indemnise en cas d'arrêt de travail, en cas d'invalidité, en cas de décès. Même chose, effectivement, il faut prévoir de la mutuelle si je ne suis pas couvert par de la portabilité ou par le contrat du conjoint, par exemple. Le sujet d'actualité, mais sujet d'actualité parce que les médias en font aussi un sujet d'actualité et c'est un vrai sujet. Mais nous, on n'a pas attendu effectivement cette année pour expliquer à nos clients que la retraite, c'est un vrai problème et qu'on a beau aujourd'hui causer de retraite à 64, à 67 ou à 72 ans, personne n'est en mesure de certifier ce qui va se passer dans 30 ans. Rien ne nous dit que dans d'une décennie, 2 décennies, on n'a pas un régime qui va totalement exploser et on va nous dire on ne peut pas faire autrement que de fonctionner sur le modèle américain et de faire que chacun, de son côté, va devoir, par le biais de son employeur et par le biais de ses possibilités individuelles, prévoir sa retraite. Donc nous, on conseille dès l'installation de penser aussi à cette notion de retraite. Alors, c'est souvent compliqué avec les nouvelles générations. Hein. Beaucoup de jeunes se lancent. Ça, c'est super hein, de voir des jeunes qui se lancent dans des projets. Et moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer quelques-uns par le biais de BGE ou d'initiatives Côte d'Or, qui se lancent dans des projets. Mais dès le départ, il faut évoquer cette notion de retraite et penser à capitaliser à travers un contrat spécifique pour faire en sorte, qu'on puisse effectivement avoir une retraite complémentaire conséquente et potentiellement rester maître de savoir quand est-ce qu'on va partir en retraite, tout simplement. Tout ce qui va être mutuelle, prévoyance, retraite, le cas particulier des travailleurs non salariés éligibles à la loi Madelin. Alors, la loi Madelin, c'est des choses que vous évoquez chez vous, Clarisse, avec les… Alors, on l'évoque, mais concernant vraiment les explications, on laisse aux experts. Ok, la loi Madelin, c'est un cadre fiscal, tout simplement. C'est-à-dire que moi, je crée ma structure, entreprise individuelle ou SARL, je suis travailleur non salarié. Je peux, d'une part, mettre en place des contrats prévoyance, des contrats mutuels et des contrats retraite qui sont financés par mon entreprise et dont les cotisations ou une grosse partie des cotisations viendront en déduction du résultat. Donc, quelque part, c'est un avantage, entre guillemets, un avantage, puisque
si je prends l'exemple de la prévoyance, il faut savoir, de la retraite, pardon, il faut savoir que votre retraite que vous faites financer par votre entreprise dans le cadre de la loi Madelin, donc qui vient en déduction de votre bénéfice, au moment où vous allez la toucher au moment de la retraite, elle sera imposable. Donc, on vous donne un instant T pour le reprendre un peu plus tard. Mais bon, un instant T, ce sont des possibilités de défiscalisation. Ça, c'est uniquement pour les travailleurs non salariés et donc éligibles à la loi Madelin. Ne sont pas concernés les auto-entrepreneurs. La couverture chômage pour les travailleurs non salariés, je vous dis juste que ça existe. Hein. C'est des choses que nous ne maîtrisons pas. C'est quelque chose de spécifique. Effectivement, quand je suis entrepreneur individuel, travailleur non salarié, je ne cotise pas pour le chômage. Et si malheureusement je devais cesser mon activité, je n'ai pas d'indemnisation par rapport à ça. Il existe des assurances. Donc ça, c'est pareil. Il faut se poser la question de se dire, voilà, je me lance dans un projet, je tente le projet. Si ça ne fonctionne pas, demain, il se passe quoi? Alors, vous avez des personnes qui tentent des projets. Je pense surtout et je reviens au cas, par exemple, de l'infirmière libérale qui va qui va être mise en disponibilité et qui va se lancer. Si ça ne fonctionne pas, elle va pouvoir retourner travailler dans l'établissement où elle travaillait auparavant. Prévoir une couverture chômage, il n'y a aucun intérêt. Un artisan qui se lance aujourd'hui, en tout cas dans le contexte actuel, si ça ne fonctionne pas, je pense que demain il se lève, il trouve du boulot tout de suite. Certaines activités, effectivement, où ça peut être un peu plus compliqué, ou pour aussi des problématiques de compétences, de formation, il faut peut-être envisager cette notion de couverture chômage. La protection financière pour compenser une perte de revenus en cas de sinistre. On va y aller après. Je vais essayer d'accélérer un petit peu parce que je n'ai pas beaucoup avancé. Et enfin, les contrats de prévoyance et de couverture maladie pour vos collaborateurs. Comme je vous disais, il y a des obligations par rapport à ça. Et si j'embauche, je vais être tenu de mettre en place une mutuelle et éventuellement de proposer de la prévoyance. Hein. Donc ça, c'est une vision globale. C'est dans le meilleur des mondes, enfin dans le meilleur des mondes, on va dire, en fonction de l'activité, je dois envisager tout ça. Maintenant, comme je le disais, effectivement, chaque cas est différent. Et c'est en discutant, tout moins, c'est en faisant l'audit avec votre assureur que vous allez pouvoir déterminer si vous devez mettre en place une garantie prévoyance immédiatement ou un peu plus tard. Si une responsabilité civile que vous devez mettre en place, même si c'est facultatif pour certaines professions, mais est-ce que ma responsabilité civile est suffisante? Et là, s'il y a des artisans qui m'écoutent, je fais le lien avec l'assurance décennale. Est-ce que l'assurance responsabilité civile que j'ai envisagé de mettre en place parce que je fais que de la rénovation de peinture, est-ce qu'elle est suffisante ou est-ce qu'il faut que je sois couvert peut-être par une assurance décennale? Donc ça, toutes ces réponses, vous les aurez effectivement en faisant le point avec votre assureur. Évidemment, votre projet il est au milieu. Hein. C'est-à-dire que j'ai mon projet et je dois bâtir tout autour la couverture, la protection, de façon à ce que s'il y a le moindre hic, mon entreprise, elle soit pérenne et que je ne me retrouve pas dans une situation compliquée parce que je n'ai pas bien appréhendé les choses ou parce que j'ai mal été conseillé. Le risque zéro n'existe pas. C'est clair. En fonction des professions, il y a des risques un peu plus importants que d'autres. Les surhommes n'existent pas. Donc, ce n'est pas parce que je suis du style à ne jamais m'arrêter, parce qu'un petit rhume ne va pas m'arrêter, parce que j'ai un petit doigt de cassé, ça ne va pas m'arrêter. On a beau avoir toute la volonté, la meilleure volonté du monde, demain, si on est sur un lit d'hôpital, et on l'a vécu malheureusement avec le Covid, dans un état plus ou moins critique, on ne peut pas, c'est pas possible. Donc, il est important effectivement de se dire, voilà, j'ai mon projet, demain, quelle que soit la problématique, j'ai fait en sorte que je ne sois pas dans une situation difficile parce que je n'avais pas pensé à couvrir ma perte d'exploitation, parce que je n'avais pas pensé à prendre
des indemnités journalières si j'étais victime d'un accident. Donc, cette rosace-là, elle est hyper importante. Elle synthétise tout ça. Et on va venir un peu dans le détail de tout ça. Il y a des questions, Clarisse, vous n'hésitez pas. Hein. Non, là, il n'y a pas de questions. La responsabilité civile, professionnelle. Le lien, on va le faire avec la responsabilité civile vie privée. Il y a souvent des amalgames qui sont faits sur la notion de responsabilité civile. Une responsabilité civile, c'est une garantie qui permet d'indemniser les tiers. Je vais vous donner la définition, comme ça sera très précis. C'est l'obligation d'avoir à dédommager tous ceux qui ont subi un préjudice du fait de votre entreprise ou de vos collaborateurs. Vous êtes responsable des dommages et des conséquences financières qui en résultent, qui sont causées par vous-même, mais aussi par votre personnel, par vos locaux, par votre matériel professionnel, ainsi que les objets que vous fabriquez, que vous vendez, que vous réparez ou que vous installez. C'est-à-dire que dans toutes ces situations, je peux me retrouver confronté à une mise en cause d'un client, juste parce que je lui ai vendu un ustensile. Je vends par exemple des produits, de l'électroménager. Je lui ai vendu une cafetière. Cette cafetière a causé un dommage électrique avec un début d'incendie à l'habitation. Je ne suis pas responsable, ce n'est pas moi qui l'ai fabriqué. La notion de responsabilité, c'est une notion en fait de recherche de responsabilité. Votre client, il achète sa cafetière chez vous. Vous êtes son interlocuteur, c'est vous qui lui avez vendu. Vous êtes le premier responsable. C'est vous en première ligne qui allez être mis responsable, qui allez être désigné comme responsable. C'est l'assureur de votre client qui va vous écrire en disant vous avez vendu une cafetière à monsieur Martin qui a occasionné un début d'incendie. Merci de nous transmettre les coordonnées de votre assureur afin que nous procédions au montage du dossier en vue de l'indemnisation. Après, bien évidemment, vous l'avez vendu. Il y a grande chance que ça ne soit pas votre responsabilité parce que vous n'êtes probablement pas intervenu sur cette cafetière. Mais probablement. Vous avez pu peut-être intervenir à un moment donné où vous avez pu ne pas faire attention au mail de votre fournisseur qui vous disait « Attention, le lot numéro 2028 a montré un défaut avec des risques d'incendie. » Et là, vous êtes responsable. Mais si vous n'êtes pas responsable, ça va remonter, bien évidemment, sur votre fournisseur. Mais si vous n'avez pas d'assurance, vous allez être confronté à devoir faire cette démarche, vous, tout seul. Et le rôle de l'assureur de votre client, le rôle de l'assureur de votre fournisseur, c'est de défendre son client. Un assureur, il est là pour indemniser des sinistres, mais il est là pour indemniser des sinistres dont son client est responsable. Donc, si son client n'est pas responsable, il va faire en sorte effectivement de le défendre. Si vous êtes dans la situation où vous avez votre client qui a une responsabilité civile avec une protection juridique, votre fournisseur qui a une responsabilité civile également avec une protection juridique, et vous êtes au milieu de tout ça, vous n'avez pas de contrat d'assurance, bon courage. Hein, bon courage. Il va y avoir des démarches, il va y avoir des frais à engager. Peut-être que vous vous en sortirez, mais pendant ce temps-là, vous vous faites des nœuds dans la tête et puis votre quotidien et votre nerf de la guerre, hein, de développer votre activité, s'en retrouve touché quand vous êtes confronté à une vraie problématique. La responsabilité civile, ça ne couvre que les tiers. Souvent, il y a un amalgame qui est fait. S'il arrive qu'on ait un client qui nous appelle en disant je vous appelle parce que j'ai cassé coiffeuse, hein, j'ai cassé mon fer à lisser en l'utilisant, je voudrais faire jouer ma responsabilité civile. Non, la responsabilité civile, on couvre c'est là pour couvrir les tiers, hein, bien évidemment. Vous avez des exemples de ce qui peut arriver, hein, donc un visiteur qui glisse sur un sol mouillé, qui se blesse,
un collaborateur, voilà, un salarié, un artisan qui provoque une fuite d'eau et qui détériore un appartement, un stagiaire qui se coupe avec une trancheuse, une échelle qui tombe sur un véhicule en stationnement, etc. Là, on est vraiment à l'instant T de l'activité. Et puis, sur la notion de responsabilité civile après exploitation, après livraison, tout ce qui peut être effectivement des produits avariés qui provoquent une intoxication alimentaire, un collaborateur à qui on a confié des documents et qui les perd. Voilà, ça peut être un salarié d'une assurance, un client lui confie des documents importants pour analyser les besoins d'assurance, il perd les documents. Un composant électronique défectueux que vous avez vendu, qui stoppe la chaîne de production de votre client. On imagine le préjudice financier qui est subi par l'entreprise, par votre client, parce que sa chaîne de production elle est stoppée. Il va falloir indemniser effectivement toute la perte financière qui est subie par votre client. Des vols commis dans les chambres ou dans le vestiaire de l'hôtel, des véhicules qui appartiennent à votre client qui sont vandalisés sur votre parking. C'est de votre responsabilité. Votre parking clos, c'est votre responsabilité. Des produits souillés par un emballage qui doivent être retirés du marché. Voilà des exemples. C'est une liste qui est loin d'être exhaustive, mais qui est révélatrice effectivement de ce que l'on peut vivre et à quoi on peut être confronté. Alors, les garanties proposées, je ne vais pas dans le détail, mais effectivement, d'office, quand vous avez une garantie responsabilité civile, vous avez dedans ce qu'on appelle une garantie responsabilité civile exploitation. En gros, c'est pendant votre activité, et la responsabilité professionnelle qui, elle, intervient après livraison, intoxication alimentaire, des frais de retrait, des frais de dépose-repose. Donc, c'est effectivement le client qui vous met en cause 3 mois plus tard parce que vous avez installé chez lui une cuisine, par exemple, et qu'il y a des malfaçons. Donc là, on est plus dans le côté artisan, mais la notion de décennale, je ne la détaille pas, dans cet échange. La notion de décennale, c'est une responsabilité civile, en fait. Simplement, c'est une responsabilité civile qui court pendant 10 ans. Elle est limitée dans le temps, tout simplement. S'il y a des questions sur la notion de décennale, n'hésitez pas. Il y a une question là qui est: en cas de conflit, le client ou un employé a combien de temps pour le déclarer? Ça va dépendre de alors, un employé. Alors, le conflit avec l'employé, on est plus sur la notion de litige. Après, on y vient après, sur la notion de litige avec l'employeur. Je n'ai pas ces notions-là, ces notions de délai, entre autres, par exemple, dans le cas d'un licenciement, je licencie un employé, il décide effectivement de faire une démarche au prud'homme, par exemple. Il y a un délai qui est prévu, mais je n'ai pas les dates. Si après, Clarisse, s'il y a si sur ce type de réponse, si je suis en mesure de vous apporter les réponses par mail et que vous les faites suivre, ça vous va? Il n'y a aucun souci. Okay. De toute façon, ça doit être des clauses qui sont notées dans les contrats. Voilà, tout à fait. Après, effectivement, qui peuvent dépendre peut-être en fonction des assurances ou en fonction du contrat qu'on a souscrit. Voilà, au niveau du contrat, c'est une chose. Après, tout dépend aussi de la prestation. Si on est sur une prestation avec, je prends l'exemple de la prestation d'un artisan avec une livraison de chantier. On parle d'une garantie décennale, par exemple, on sait que on va être couvert pendant 10 ans par rapport à ça. Les notions de responsabilité civile, je n'ai pas les notions, mais je vous les apporterai par rapport à ça quand même. Ok. Sous quel délai ? Vous parliez de la décennale. Est-ce que pour souscrire une décennale, on est forcément soumis à un statut juridique particulier, obligatoire, ou peu importe le statut juridique? Alors, déjà la notion de décennale. Je réponds à votre question déjà dans un premier temps, et puis je vous donne un élément complémentaire par rapport à ça. Les règles sont propres à chaque assureur. Je prends l'exemple de l'auto-entrepreneur. Je pense que peut-être la question elle était liée par rapport à ça. Exact. Vous avez des assureurs qui refusent d'assurer les auto-entrepreneurs dans le bâtiment. Je vous cite le cas
précis de Groupama, il y a quelques années en arrière, on n'assurait pas les auto-entrepreneurs. Désormais, on assure les auto-entrepreneurs, on les met à même niveau que les autres structures et on leur demande en fait les mêmes conditions, les mêmes justificatifs. C'est-à-dire que de toute façon, qu'on soit en auto-entreprise ou en SARL, l'assureur a des conditions. Et des conditions chez nous, c'est des conditions d'expérience professionnelle, des conditions de diplôme, des conditions de qualification, par exemple. Si les conditions sont respectées, aujourd'hui, quelle que soit la forme juridique, nous, on les assure. Ça, c'est clair. Par contre, voilà, c'est propre à chaque assureur au niveau de ses règles de souscription, au niveau aussi des métiers. Moi, un auto-entrepreneur peintre en bâtiment, qui a 5 ans d'expérience dans le métier et qui a un CAP peintre, on va l'assurer sans aucun problème. Un auto-entrepreneur qui s'installe, un auto-entrepreneur électricien qui s'installe pour faire du panneau photovoltaïque, il a beau avoir toutes les expériences professionnelles et tous les plus beaux diplômes et toutes les plus belles formations, on ne l'assurera pas. Donc, ce sont des règles propres à chaque assureur, mais en tout cas, oui, certains assureurs n'assurent pas les auto-entrepreneurs. Dans notre cas, effectivement, la forme juridique aujourd'hui n'a plus d'importance. La notion décennale, elle est hyper importante. C'est important de l'évoquer quand même. Autant une responsabilité civile. Là, moi, je vous parle vision Groupama. Je ne sais pas comment fonctionnent forcément tous les assureurs au niveau de la responsabilité civile professionnelle. Aujourd'hui, j'ouvre une boutique de prêt-à-porter. J'assure mon local professionnel, mais je ne prends pas de responsabilité civile. Ça me semble un peu tordu parce qu'en règle générale, c'est une multirisque professionnelle et on retrouve dans la multirisque professionnelle, donc votre contrat d'assurance professionnelle, la responsabilité civile, l'assurance de bâtiment, les différentes garanties. Mais bon, on peut quelque part dire à son assureur, moi je veux assurer que mon local professionnel. Il le fera peut-être, en tout cas. Chez nous, on ne le fera pas, mais il le fera peut-être. Je pourrais, dans 6 mois, je veux m'assurer en responsabilité civile professionnelle, je n'aurai pas de problématique pour le faire. Un artisan qui s'installe en auto-entreprise, qui ne prend pas de décennale, ça existe. Ça ne devrait pas exister, mais ça existe, le système le permet. Il décide au bout d'1 an, parce que l'activité fonctionne bien, il décide au bout d'1 an de souscrire une décennale. Il va avoir les plus grandes peines du monde à trouver un assureur qui voudra le suivre. Alors, il va être obligé de se retourner sur Internet ou de passer par un courtier. Et cet assureur qui potentiellement lui aurait coûté dès le départ 1 500 € à l'année va lui coûter 2, 3, 4 fois plus cher. Et voilà, il faudra déjà qu'il puisse trouver. Vision Groupama, moi aujourd'hui, si j'ai un artisan qui est installé en auto-entreprise depuis 1 an, qui n'a pas de décennale, qui nous sollicite, on ne l'assurera pas. Tout simplement parce qu'en fait, on peut être tenu responsable et devoir indemniser les sinistres qui ont eu lieu avant, au moment où il n'était pas assuré. Et aussi parce qu'on estime que s'il a travaillé pendant 1 an sans décennale, il y a peut-être différentes problématiques de déclaration ou autres, donc voilà, on ne rentre pas là-dedans. Mais là, le message pour les artisans qui seraient autour, qui m'écouteraient, qui ont projet de s'installer, la décennale, c'est dès le début, quoi. Même si je suis en sous-traitance, souvent ce qu'on entend, bah oui, mais je vais faire que de la sous-traitance, c'est un artisan que je connais qui va me donner du boulot, oui, mais il vous faut quand même une décennale. La protection juridique. Je suis clair par rapport à ça. Je parle de responsabilité civile, je parle de protection juridique. C'est-à-dire que vous rencontrez un conseiller Groupama, il va pas, même si la protection juridique reste optionnelle, nous, on va vous expliquer qu'il va falloir à tout prix que votre responsabilité civile, elle soit souscrite avec une protection juridique. Alors, votre protection juridique, elle peut être souscrite à part également. Ce n'est pas problématique, ça. Vous pouvez avoir une responsabilité civile chez un assureur et une protection juridique chez un autre assureur. Mais il faut les deux. Pourquoi ? Parce que
la frontière entre la garantie responsabilité civile et la protection juridique, elle est vraiment fine, à tel point que nous-mêmes, conseillers en assurance, quand on a un client qui nous appelle pour faire une déclaration de sinistre, on pense que c'est de la responsabilité civile, mais c'est de la protection juridique. On va penser que c'est de la protection juridique, mais c'est de la responsabilité civile. Donc, c'est primordial. Je suis employeur de main-d'œuvre également. On a quelques personnes qui vont être concernées. J'ai besoin d'une protection juridique parce que si j'ai un litige à un moment donné avec mon salarié, un litige de contrat de travail par exemple, je suis obligé de licencier, je me retrouve confronté à une démarche au niveau des prud'hommes. Si je n'ai pas de protection juridique, je vais devoir financer mes frais d'avocat moi-même, pour faire simple. Vigilance par rapport à ça, la plupart des contrats d'assurance tous les contrats d'assurance intègrent de la défense pénale et recours suite à accident, la garantie que vous voyez en haut à droite. C'est lié à la responsabilité civile. La plupart également intègrent des informations juridiques par téléphone. Le fait d'avoir une plateforme que vous allez pouvoir appeler, qui va vous dire vous avez un litige avec votre voisin, vous lui faites un courrier recommandé déjà pour formaliser le litige, pour essayer de le régler et qu'après essayer d'aller le régler en conciliation, mais ça s'arrêtera là. Si demain vous êtes confronté à un litige qui fait que vous devez passer devant les tribunaux, tous les frais d'avocat, effectivement, seront à votre charge. Et derrière, ça peut représenter des sommes assez importantes quand on sait parfois la durée des procédures. Votre assureur ne paiera pas, bien évidemment, les éventuelles amendes que vous seriez amené à verser si vous êtes reconnu coupable. Mais en tout cas, voilà, on est là pour vous accompagner. Prendre en charge les frais de votre propre avocat. Voilà, ce n'est pas votre assureur qui vous mandate un avocat, c'est votre assureur prend en charge effectivement les frais pour que vous soyez protégé. Mais retenez par rapport à ça que votre responsabilité civile, elle doit être liée à une protection juridique. Ou, comme je vous le disais, vous pouvez l'avoir à part. Mais néanmoins, comme je vous le dis, la frontière est quand même assez invisible entre les deux. Donc, il est plus simple parfois d'avoir le même assureur en face de vous sur cet axe-là, responsabilité civile et protection juridique. Il y a des questions sur ce côté responsabilité civile, protection juridique, n'hésitez pas. Pas de questions dans le chat. Les assurances de biens, je vais passer entre guillemets rapidement dessus. C'est quelque chose que vous connaissez forcément à travers les assurances habitation. En tout cas, vous devez normalement les connaître. Si vous ne les connaissez pas, je vous invite quand même à savoir comment fonctionnent vos contrats d'assurance. Les deux sont très proches. Moi, quand j'ai des conseillers, le fonctionnement chez Groupama, un conseiller commercial commence en agence à gérer des contrats d'assurance auto-habitation. Et une fois qu'il a fait en gros ses preuves, il pourra passer conseiller professionnel. Et moi, ce que je leur explique, c'est que on analyse un risque professionnel comme on analyserait une habitation. C'est une histoire de surface ou de nombre de pièces. C'est une histoire de valeur de contenu. Et en face de ça, c'est une histoire de garantie. Les garanties peuvent être différentes. Effectivement, vous avez des garanties qui sont imposées pour les locataires. Comme je vous disais tout à l'heure, l'assurance du locataire pour une habitation est obligatoire. C'est ce qu'on appelle les risques locatifs. Ces garanties, elles sont inscrites au bail. Demain, vous prenez un local professionnel que vous louez, vous devez l'assurer. Votre assureur doit vous demander le bail. Parce que dans le bail, il y a une tonne d'informations dans le pavé assurance qui nous importent. Ce sont les garanties qui sont rendues obligatoires par le propriétaire, en tout cas par le contrat de location. Et ces garanties, généralement, c'est des garanties classiques, incendie, dégâts des eaux, événements climatiques, les détériorations suite à vol. Et il est souvent inscrit dans le bail que le locataire doit aussi souscrire toutes les garanties qui vont permettre que son activité puisse continuer.
Entre autres de la perte d'exploitation. J'espère pouvoir vous expliquer après en accélérant un petit peu. Ça veut dire que le bail va imposer les garanties qui permettent au propriétaire que son bien, s'il est sinistré, il lui soit indemnisé. Mais il va aussi imposer parfois les garanties qui vont faire que si demain l'activité professionnelle du locataire allait stopper, il a quand même la certitude que le contrat d'assurance, il va indemniser pour que l'activité puisse reprendre rapidement et qu'il puisse être quand même payé rapidement au niveau de ses loyers. Voilà, je fais simple, mais c'est un peu comme ça, effectivement, qu'il faut le voir. Les garanties, effectivement, les garanties d'un local professionnel, elles sont totalement différentes d'une activité à une autre. Donc ça, c'est une analyse à faire, effectivement, par votre assureur. Je suis artisan coiffeur, je n'ai pas le même matériel professionnel qu'un artisan boulanger. Je suis coiffeur, j'ai un salon qui est embelli, j'ai des beaux fauteuils, j'ai du matériel de coupe assez pointu, c'est le cas de le dire, mais l'engagement financier n'est pas le même que pour un laboratoire d'une boulangerie où on a une chambre de pouce, on a un pétrin, où on a différents matériels de grosse valeur. Donc ça, effectivement, ça doit être analysé. Et les garanties qui doivent être mises en face doivent correspondre aux besoins. Dans l'ensemble, que je sois artisan boulanger ou que je sois artisan coiffeur, oui, il va falloir de l'incendie, il va falloir de l'événement climatique, du dégât des eaux, du bris de glace et enseigne, il va falloir du vol, du vandalisme, des catastrophes naturelles. Tout ça, on l'aura d'office. Par contre, si on creuse un petit peu, mon boulanger, il aura peut-être une devanture avec une grande vitrine de 5 mètres de large, quand mon artisan coiffeur, il aura une vitrine beaucoup plus petite. Donc la garantie bris de glace ne sera pas forcément au même niveau. Donc soyez attentifs, effectivement, non seulement aux garanties, mais également au montant de garantie. Vous pouvez avoir vraiment des mauvaises surprises par rapport à ça. Et le troisième point auquel il faut que vous soyez attentifs, ce sont les franchises. On peut avoir une garantie, je vais vous la faire simple, on peut avoir une garantie bris de glace parce que qui est à 1 000 €, parce qu'il n'y a pas de devanture, il y a juste une porte vitrée. Ça peut suffire. Si j'ai une franchise de 600 €, ça veut dire que demain, ma porte, si elle est cassée, si elle est détruite, mon assureur va m'indemniser la valeur au niveau de la glace, 1 000 €, mais il va déduire une franchise de 600. Donc, il va me donner 400 € et j'ai 600 € de ma poche. Pour peu qu'il y ait une notion aussi de vétusté, ça, c'est ce qui fait souvent, ce qui crée un peu souvent les conflits entre assureurs et assurés. C'est la notion de vétusté, c'est que l'assureur, il va dire en plus, oui, mais votre porte, non seulement, certes, elle est cassée, mais elle a 10 ans. Donc, on va appliquer effectivement une dépréciation au niveau de notre remboursement. Quand on additionne vétusté et franchise, on a souvent des personnes qui grincent des dents. Donc, c'est hyper important d'aller voir le montant des garanties. Déjà, qu'on ait la garantie, le montant de la garantie et la franchise. Le point aussi important, surtout quand on crée, donc on a souvent du matériel récent, c'est d'avoir une garantie rééquipement à neuf. Rééquipement à neuf, c'est quoi? Je prends l'exemple de mon boulanger qui a un matériel professionnel qu'il a acheté 10 000 €. Ce matériel est indemnisé suite à un dommage électrique. Il est sinistré suite à un dommage électrique. Si j'ai la garantie rééquipement à neuf, le matériel, chez Groupama, la garantie, elle fonctionne pour le matériel qui a moins de 10 ans. Le matériel me sera indemnisé à sa valeur de remplacement au jour du sinistre. C'est-à-dire, je l'ai acheté 10 000. Si les jours de sinistre, ce matériel que je suis obligé de racheter neuf coûte 9 000, je serai indemnisé de 9 000. Par contre, s'il coûte 12 000, je serai indemnisé de 12 000. Uniquement déduction faite de la franchise. Toujours faire attention à la franchise, mais il n'y aura pas d'application de vétusté. Si je n'ai pas le rééquipement à neuf, ce matériel que j'ai acheté 10 000 €, non seulement mon assureur va appliquer une vétusté, mettons, en gros, c'est pour faire simple, 10%, comptez 10% par année. Mon matériel, je l'ai acheté il y a 2 ans, aujourd'hui, il est endommagé. Mon assureur, il va déduire 20% de vétusté. Ça veut dire que mon matériel qui vaut 1 500 € aujourd'hui,
mais que j'ai acheté 1 000 € il y a 2 ans, je ne vais pas être remboursé 1 500, je ne vais pas être remboursé 1 000, je vais être remboursé 800. Donc, garantie rééquipement à neuf, primordial quand j'ai du matériel récent. Est-ce qu'il faut des factures? Alors, il y a 2 cas. En règle générale, oui, il faut les factures. Le seul cas, effectivement, enfin le cas où on peut avoir un gros problème au niveau des factures, c'est le cas de l'incendie. Il y a 2 solutions. Soit, effectivement, on a les factures et ça va faciliter les choses. Si on n'a pas les factures, on fait du déclaratif. Voilà, on fait du déclaratif avec tout ce que ça représente. Je n'entrerai pas dans le détail, mais c'est du déclaratif. Alors, on peut être… dans le cadre du vol, par exemple, le vol, c'est un peu différent. Le vol, on est victime d'un vol. Si on n'a pas les factures, on fera de toute façon un dépôt de plainte et on indiquera dessus ce qui a été volé. Mais si on n'a pas les factures, ce n'est pas forcément problématique. Nous, par exemple, on ne demande pas les factures dans tous les cas et on ne demande pas de déclaratif dans tous les cas non plus. Un assuré qui est chez nous depuis plusieurs années, on regarde aussi la sinistralité. Votre assureur aussi, il est attentif aussi à ce que l'assuré ne prenne pas l'assurance comme un produit de consommation, parce que ce n'est pas le cas. Mais effectivement, quelqu'un qui ne déclare pas beaucoup de sinistres et qui a un dommage électrique je prends l'exemple d'un particulier parce que c'est pareil, sur un téléviseur par exemple, nous on fait une indemnisation directe sur la déclaration qui est faite au téléphone. Voilà, ça peut être envisageable. Donc la facture n'est pas systématique. Si vous les avez, c'est mieux, bien évidemment. Et en vous cas êtes… de… Pardon, je vous écoute. En cas de reprise de matériel, du coup, forcément, donc, il y aura facture, ou en tout cas déclaration au moment du rachat. La vétusté, elle peut se faire aussi par rapport aux années avant ça part des années en fait du matériel neuf ou de la date d'achat du matériel? C'est la date, ou non, c'est pas la date d'achat, c'est la date de fabrication. D'accord. Matériel fabriqué il y a moins de 10 ans. Les factures, alors, Vision Groupama aussi, on va pas on a des notions des systèmes de déclaration de sinistre rapide où on fait de l'indemnisation sans même demander la facture de rachat. Voilà, ça va dépendre du montant et du montant du sinistre. Tout dépend aussi si vous avez en face de vous un expert qui dit sinistre dit expertise. Si l'expert il est mandaté si c'est un cabinet externe ou si c'est votre assureur, l'exemple Groupama, nous on a un réseau d'experts salariés Groupama qui interviennent et qui font l'indemnisation en direct. Donc tout dépend s'il y a l'intervention d'un expert ou pas. Mais ça va dépendre effectivement de l'importance du sinistre. Les garanties optionnelles qu'on va retrouver dans un contrat d'assurance au niveau des biens professionnels, ça va être effectivement essentiellement des marchandises réfrigérées, du bris de matériel, des marchandises, du matériel transporté, des aménagements extérieurs. Ça va dépendre effectivement, encore une fois, de l'activité. On a certaines garanties qui vont s'adapter. Je prends encore l'exemple de mon coiffeur et de mon boulanger. Le boulanger, on va devoir lui mettre en place une garantie bris de matériel. Je pense surtout à son pétrin, par exemple, parce qu'un pétrin, ça vaut un peu d'argent. Remplacement ou réparation, ça vaut un peu d'argent. Et surtout, c'est un outil dont le bris peut avoir un impact immédiat sur l'activité. L'artisan coiffeur, mettre en place une garantie bris de matériel, par exemple, dans son cas, n'est pas forcément toujours judicieux pour des histoires, entre autres, de franchise, parce que c'est des garanties où, dans la plupart des cas, on a une franchise, et que mettre en place une garantie bris de matériel en se disant j'ai des sèche-cheveux qui coûtent un peu d'argent, si je les fais tomber demain, je veux qu'ils me soient indemnisés. Un sèche-cheveux qui coûte 500 €, si vous avez, en règle générale, vous avez des franchises là-dessus qui sont à 300 €. On s'imagine qu'on va avoir une indemnisation de 500, finalement on a 200 € d'indemnisation. Voilà, c'est des discussions, des réflexions à avoir et en tout cas un conseiller d'assurance professionnelle, il doit être en mesure d'évoquer avec vous l'importance, l'utilité et l'importance d'avoir des garanties de ce type-là. Alors bien évidemment, tout ce qui va être marchandises réfrigérées pour les métiers de bouche, il faut le prévoir.
Et les marchandises et matériel transportés, ça c'est primordial pour toutes les activités style artisan ou prestations de services extérieurs où on a beaucoup de matériel dans le véhicule. Hein. Ça, il faut obligatoirement que ce soit envisagé parce que si le matériel reste dans le véhicule, ça sera toujours la garantie du véhicule qui joue. On peut avoir du matériel que l'on va mettre à la fois, enfin que l'on a entreposé dans son local professionnel et qui est assuré. À partir du moment où le matériel est dans le véhicule, c'est la garantie du véhicule qui va jouer. Ce ne sera jamais la garantie du matériel, enfin la garantie du local professionnel. L'assurance des véhicules professionnels, là, le parallèle il est vite fait entre les assurances d'un véhicule qu'on a à titre privé et l'assurance d'un véhicule à titre professionnel. Les garanties, dans la grande majorité, sont les mêmes. On assure son véhicule soit en respectant l'obligation, à savoir en responsabilité civile, soit on l'assure uniquement au tiers, plus avec de l'incendie et du vol, soit on l'assure en tout risque. On retrouve effectivement cette même problématique pour les assurances des véhicules professionnels. Là où on doit aller un peu plus loin, c'est effectivement, comme je venais de le dire, par rapport au matériel qui est dans le véhicule. Sur des véhicules particuliers comme des véhicules réfrigérés, où on a tout un système de froid qui doit s'assurer, et aussi le contenu si on a des aliments à l'intérieur. Là où on doit s'interroger, un peu plus loin que pour le véhicule personnel, même si un véhicule personnel il est sinistré, qu'on se retrouve à pied, ça peut être préjudiciable, mais on a toujours des solutions rapides, on va dire. Pour un professionnel, c'est totalement différent dans le cas où le véhicule professionnel est un outil de travail primordial. Un artisan qui travaille tout seul, qui a un seul véhicule, une infirmière libérale, un artisan coiffeur qui travaille uniquement à domicile, si demain son véhicule est sinistré, c'est interruption immédiate de l'activité. Donc, il est important là-dessus de vous pencher, quand vous êtes dans ce cas-là, sur les garanties de remplacement de véhicule. Mon véhicule, je suis victime d'un accident, j'ai le droit, normalement, à un véhicule de prêt. Pendant combien de temps? Pendant combien de temps? Vous avez des assureurs. Groupama, nous, on va travailler on va faire un prêt de véhicule pendant la durée des réparations. Vous avez des compagnies d'assurance que je ne citerai pas, où vous avez des prêts de véhicule pendant 3 jours. Si votre véhicule est immobilisé pendant 3 semaines et que vous avez un véhicule de prêt pendant 3 jours, au bout de 3 jours, il faut vous débrouiller, il faut louer un véhicule à votre charge. Donc, prêt de véhicule en cas de sinistre, prêt de véhicule en cas de vol et prêt de véhicule en cas de panne. Alors, attention, effectivement, par rapport à ça, à ne pas avoir des garanties qui font doublon avec ce que vous pouvez avoir avec, je ne sais pas, si vous achetez un véhicule neuf, par exemple, le véhicule est sous garantie, vous bénéficiez potentiellement de prêts de véhicule en cas de panne, etc. Donc, c'est important aussi, toujours pareil, quand on signe des contrats, de regarder un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Mais s'il n'y a rien de prévu, si vous n'avez pas de garantie, il faut prévoir aussi cette garantie en cas de panne. Qui va permettre de continuer votre activité. Dans les cas bien spécifiques, je pense aux artisans taxis, par exemple, où les véhicules sont équipés pour l'activité professionnelle. Si leur véhicule taxi est immobilisé, l'assureur, aucun intérêt à ce que l'assureur mette en place un véhicule particulier à disposition. Dans ce cadre-là, il faut prévoir une garantie qui permet de financer la location d'un véhicule de remplacement. Je prends l'exemple de Dijon, il y a certaines concessions automobiles qui ont ce qu'on appelle des mulets, c'est des taxis de remplacement qui sont mis à disposition, qui sont loués et mis à disposition des artisans taxis qui auraient leur véhicule immobilisé. Là, c'est un coût assez important et ça se prévoit dans un contrat d'assurance. Donc, l'assurance du véhicule, elle est à prévoir en fonction effectivement de l'activité, de se dire demain, si mon véhicule est immobilisé, quel est l'impact pour mon activité.
voilà, en résumé des garanties, véhicules de remplacement de catégorie équivalente. L'assistance 0 km, bon, bah ça, c'est aussi des fois un gros souci de mécontentement chez les assureurs. C'est une garantie, en gros, qui permet, si vous n'avez pas la garantie assistance panne à 0 km, votre assureur, il intervient si vous tombez en panne à plus de 50 km de chez vous. Donc, pour un professionnel qui travaille en proximité, qui tombe en panne à 10 km de chez lui, il appelle son assureur, je suis en panne, bah oui, mais je ne peux rien pour vous, je suis désolé. Vous êtes à 9 km de votre maison et votre contrat, bah, il prévoit qu'on intervient à plus de 50 km. Il faut savoir que cette garantie-là, à l'année, ça coûte, en gros, dans un contrat d'assurance, ça coûte 10 euros. Donc, nous, on l'avait d'office, on l'explique au client qu'il lui faut à tout prix, hein, pour éviter d'être dans cette problématique voilà, qui crée tout ce mécontentement. L'aménagement du véhicule, ça c'est hyper important pour les véhicules floqués, par exemple, je pense à ça. Vous achetez un véhicule, vous le faites floquer, le véhicule est détruit, il est épave, vous allez être indemnisé de votre véhicule. Tout ce qui n'était pas qui n'est pas sur le véhicule existant au véhicule au moment où vous l'avez acheté, c'est de l'aménagement et donc c'est une garantie spécifique. C'est pareil, ça coûte quasiment rien. Il faut la demander parce que un flocage de véhicule, un rayonnage intérieur, etc., ça coûte toujours un petit peu d'argent. Vous avez des questions sur ce côté local professionnel, véhicule? Pas de questions. OK. La protection financière. On est là, effectivement, dans un domaine où, encore une fois, l'analyse de l'assureur est importante. La protection financière n'est pas la même, c'est toujours pareil, que je sois artisan menuisier ou que je sois artisan peintre. Je suis artisan menuisier, j'ai un atelier de menuiserie, j'ai du matériel, je fabrique. Si j'ai un incendie dans mon atelier, je n'ai plus d'activité professionnelle. Si je suis artisan peintre, je peins chez mes clients, c'est un peu logique. La plupart du temps, mon matériel est dans mon véhicule. J'ai potentiellement un local professionnel. S'il est détruit, j'aurai peut-être une interruption d'activité qui sera néanmoins beaucoup moins importante et beaucoup moins longue que mon collègue artisan menuisier. Donc, mon risque de perte d'exploitation suite à sinistre n'est pas le même. Je suis artisan coiffeur en salon, je suis artisan coiffeur à domicile. Je n'ai pas le même risque de perte d'exploitation. J'en ai un qui a un risque de perte d'exploitation si son salon il est sinistré. J'en ai un, il a un risque de perte d'exploitation si son véhicule, par exemple, on en revient à ça, est sinistré. L'activité risquerait dans un cas d'être interrompue parce que le local professionnel il est sinistré. Dans l'autre cas, c'est le véhicule qui est sinistré. Ce ne sont pas les mêmes garanties. Je parle de perte d'exploitation. Donc, une perte d'exploitation, c'est je suis victime d'un sinistre qui interrompt mon activité pendant une durée plus ou moins longue. Cette interruption de mon activité va forcément générer une baisse de mon chiffre d'affaires. Avoir une garantie perte d'exploitation fait que mon assureur va me verser une garantie qui permet de couvrir la marge brute, en fait, hein, donc charge fixe et puis bénéfice, hein, pour faire simple, pendant la durée de l'interruption de mon activité. Donc, c'est important de savoir, pendant combien de temps il faut que cette garantie intervienne. Est-ce qu'au bout de 2 mois, je suis en mesure de reprendre mon activité? Est-ce que, on a déjà eu des exemples de concessions de garages automobiles qui ont brûlé, où ça se compte en années au niveau de l'interruption de l'activité. Donc ça, c'est primordial, effectivement, et de la chiffrer au plus juste. Alors, quand on démarre une activité, on est forcément, on est dans un cadre d'imprévisionnel, on est sur des chiffres qui sont, on espère au plus proche. Forcément, au bout d'1 an, au bout de 2 ans, il y a forte chance que ça soit caduque, donc ça a besoin d'être revu. Hein. Donc, une perte d'exploitation, une garantie perte d'exploitation, c'est une garantie que votre assureur doit revoir tous les ans en vous demandant votre chiffre d'affaires réactualisé. Ça peut entraîner une hausse de votre cotisation d'assurance, je ne vais pas vous le cacher, mais néanmoins, va faire que le jour où je vais avoir le sinistre, si je suis à 800, je ne vais pas aller à 800 000 quand même, si je suis à 200 000 de chiffre d'affaires alors que j'ai démarré à 100 000 et que mon contrat d'assurance me couvre sur 100 000, bah mon indemnisation,
Si je n'ai pas revu mon contrat d'assurance entre-temps, elle sera basée sur ce qui a été déclaré au départ, 100 000. D'où l'importance, j'en parle là encore une fois dans le cadre de cette garantie perte d'exploitation, mais ça va concerner tous vos contrats d'assurance, d'où l'importance que vous ayez un suivi de vos assurances, que votre assureur vous sollicite, que ce soit un échange téléphonique ou un échange physique, c'est pas dans un cas ou dans l'autre, voilà, les solutions peuvent être la bonne, mais au moins une fois par an, faire le point sur vos contrats d'assurance. Et si votre assureur se manifeste pas, il va falloir peut-être vous rapprocher de lui, et puis deux, vous poser la question de vous dire, en fait, est-ce que véritablement je suis assuré au bon endroit? Parce que le jour où malheureusement il y a le sinistre, on pourra se dire, franchement, pourquoi je me suis assuré chez lui? Je le savais, mais on le savait, mais malheureusement, voilà, on n'a pas aussi fait ce qu'il fallait pour aller prendre la décision de changer. On peut changer d'assureur, voilà. Et même pour des augmentations tarifaires d'ailleurs. Souvent, effectivement, moi, quand on rencontre des gens qui sont installés depuis 10 ans, assurés au même endroit depuis 10 ans et qui n'ont pas vu leur assureur depuis 10 ans, c'est jouer avec le feu déjà. Et en plus, entre parenthèses, il y a souvent des économies à faire, voilà, parce que les contrats d'assurance, s'ils ne sont pas revus, il y a des augmentations qui se font d'année en année. Donc, un conseil, pensez à revoir vos contrats d'assurance aussi tous les 2 ans. Que vous soyez assuré chez Groupama ou ailleurs d'ailleurs. Sur cette notion de perte d'exploitation, en lien, il y a la perte de la valeur vénale. Perte de la valeur vénale, c'est une garantie, je ne vais pas aller dans le détail, mais c'est pour les personnes qui sont locataires, effectivement, on conseille effectivement de couvrir la valeur de votre fonds de commerce. Pour faire simple, vous avez votre local dont vous êtes locataire, vous avez un sinistre important, le propriétaire décide par la suite de ne pas reconstruire un local professionnel à l'intérieur, vous vous retrouvez à la rue. Pour X raisons, vous avez des difficultés à vous réinstaller à proximité, ou vous vous réinstallez, mais voilà, le changement de quartier ou de ville fait que l'activité elle ne perdure pas. C'est cette garantie-là de la valeur vénale qui va intervenir. Cyril, j'ai une question là sur le chat. En cas de non prise en charge d'une assurance pour une chose, est-ce qu'il est possible de prendre une deuxième assurance ou est-ce que c'est trop compliqué? C'est-à-dire, prendre quelque chose, une protection sur une assurance et prendre une autre protection sur une autre assurance, est-ce que c'est faisable, compliqué, possible? Ouais. Alors, ça dépend de ce qu'on veut assurer. Alors déjà, non, moi je vais vous dire que ce n'est pas la démarche. La démarche, c'est déjà de choisir la bonne compagnie d'assurance. C'est très alors forcément, c'est très subjectif, mais on a des liens aujourd'hui, chacun a des liens avec. On est déjà assuré à titre personnel aujourd'hui. Moi, si en tout cas aujourd'hui, je travaille chez Groupama, forcément, c'est facile à dire, mais admettons aujourd'hui, je suis salarié et je suis assuré chez X ou Y, j'en suis satisfait, ça se passe bien, je vais me lancer dans mon projet professionnel, je vais me rapprocher de X ou Y pour voir s'ils sont en mesure de m'assurer en professionnel, et s'ils ne le sont pas, parce que vous avez des assureurs qui ne font pas d'assurance pro, ils vont être en mesure de me conseiller. Ce double assuré, alors ça existe, ça se fait par exemple, il y a des gens qui le font sur les mutuelles, c'est hyper compliqué. Assurer un véhicule 2 fois, ça ne se fait pas, de toute façon, puisque maintenant vous avez un fichier, le fichier des véhicules assurés, qui permet entre autres aux forces de l'ordre de voir immédiatement si votre véhicule est assuré. Donc il y aurait des conflits au niveau des outils, donc on ne peut pas assurer un véhicule 2 fois. Un local professionnel, on pourrait, mais aucun intérêt, franchement. Voilà, il faut juste s'assurer. À un moment donné, surtout quand on se lance, ça peut prendre un petit peu de temps, mais de prendre le temps de lire les contrats d'assurance. C'est souvent, et moi je suis bien placé pour le savoir, ça fait 15 ans que je suis dans l'assurance, je suis rentré chez Groupama, je ne savais pas ce que c'était qu'une assurance, j'étais assuré, mais je ne savais pas comment fonctionnait mon contrat d'assurance. Et je me suis rendu compte dans le temps, effectivement, que quand on lit le contrat d'assurance, on se rend compte de
de ce qui peut fonctionner ou pas. Un assureur, l'assureur, il n'est pas là, il est pas là pour chercher la petite bête, il est juste là pour appliquer le contrat d'assurance. Appliquer le contrat d'assurance qui a été mis en place à un moment, qui a été signé et en référer aux conditions générales. Hyper important. Par contre, si je peux, un conseil que je peux donner par rapport à ça, quand vous signez un contrat d'assurance, vous devez avoir 2 documents qui doivent vous être mis par rapport à votre contrat d'assurance. Ce sont les conditions particulières, donc votre contrat, ce que vous assurez à l'intérieur. C'est votre voiture, vous êtes le conducteur, vous l'assurez tout risque avec une franchise, assurance pas de 0 km, etc. C'est votre propre contrat, ça vous coûte tant aussi, le tarif est marqué dessus. Et après, vous avez les conditions générales de votre contrat. Conditions générales, c'est le lexique, c'est le petit bouquin qui est avec, où on a toute la définition des garanties et où il est inscrit dedans ce qui est assuré et ce qui ne l'est pas. Et ça, c'est là-dedans qu'on aura la réponse à toutes les questions. Les conditions générales, maintenant, les contrats sont de plus en plus signés en par voie électronique, donc on reçoit les conditions générales en règle générale, mais quand il y a encore pas mal de signatures de contrats d'assurance papier, souvent on se rend compte que les gens n'ont pas les conditions générales. C'est important de demander à votre assureur, en plus de vos conditions particulières qu'il va vous envoyer, parce qu'en plus il est marqué dessus combien vous allez lui donner, il faut à tout prix lui demander les conditions générales. Et là, à partir de là, vous avez tous les éléments. Et si vous avez un doute, rien ne vous empêche de solliciter un autre assureur qui est là aussi pour avoir sa vision, à qui vous allez expliquer les garanties que vous avez actuellement et qui va effectivement vous interroger. Ça ne veut pas dire forcément que vous allez quitter votre assureur actuel, ça veut dire que vous aurez aussi une autre vision. Si nous, à chaque fois qu'on rencontrait quelqu'un, à chaque fois cette personne s'assurait chez Groupama, on serait les rois du monde, mais ce n'est pas le cas. On rencontre beaucoup de personnes à qui on fait des analyses de leur contrat d'assurance et qui permet effectivement de mettre le doigt là effectivement où ça peut pêcher. Je suis allé en détail tout à l'heure sur cette côté sciemment parce que c'était important, hein, donc sur le côté protection, votre protection et celle de vos proches à travers arrêt de travail, invalidité, décès, frais de soins, couverture chômage en fonction des cas. Je n'y reviens pas. Je retenais juste qu'en fonction effectivement du régime de base auquel vous êtes rattaché, vous avez une couverture qui peut ne pas être suffisante en cas d'arrêt de travail. C'est à mettre en lien avec aussi les assurances que vous avez sur vos prêts, par exemple, les assurances que vous pouvez déjà avoir à titre personnel. Souvent, sur les assurances d'essai, on est tous pareils. Hein, on a le banquier qui nous a prêté de l'argent pour acheter la maison. Qui nous fait des fois des réductions sur les frais de tenue de compte et tout. Et puis, voilà, des fois, il nous explique qu'il nous faudrait une assurance d'essai. Ça ne coûte pas cher, ça coûte 5 €. On la prend. Sauf que quand on fait le point avec nos assurés, parfois, surtout nos assurés professionnels, on se rend compte qu'ils ont des super bonnes garanties d'essai qui sont souscrites à titre professionnel. Et puis qu'il y a à côté de ça 1, 2, 3, 4 contrats d'assurance d'essai qui sont souscrits aussi à titre personnel, qui ont été souscrits il y a 10 ans auprès de la banque. Voilà, c'est important d'analyser véritablement les montants qui sont couverts pour ne pas se surassurer. Hein. C'est important d'être bien assuré, mais ça ne sert à rien non plus d'être surassuré. Clarisse, dites-moi, Alors, on n'a pas de questions. On a pas mal de personnes qui ont dû nous quitter parce qu'on on a dépassé un petit peu. Ouais. De toute façon, vous allez tous recevoir à la fois le lien pour l'enregistrement, mais aussi le support. Et vous pourrez revenir dessus s'il y a d'autres slides qui suivent. Vous aurez la possibilité d'aller compléter. Cyril, il y a bien vos coordonnées aussi à la fin, au cas où si quelqu'un a besoin de vous contacter, ou vous ou vos collaborateurs? Non, parce que, comme je vous l'avais expliqué, c'est pas le but de notre intervention. Mais je peux après, si vous voulez les transmettre, s'ils ont des questions, si vous transmettez un mail, je ne sais pas, avec mes coordonnées. Moi, je transmets les coordonnées. Après, voilà, s'il y a des personnes qui ont besoin d'approfondir et qui, du coup, se disent, bah voilà, j'ai envie d'aller chercher un peu plus d'informations sur tel ou tel sujet, Ouais, bien sûr. ou de revoir par rapport à leur assurance où ils en sont.
qu'ils puissent Oui, avoir l'opportunité d'avoir vos coordonnées, oui, les oui, bien vôtres ou sûr. celles de vos collaborateurs. Oui, pas de souci. Du Après, de coup, toute façon, on a pas mal avancé. La oui. protection des collaborateurs, étant donné qu'on n'avait pas autour de la table Il y en a quelques-uns, mais quelques-uns, du coup, ils voilà. pourront aller voilà, Voilà, c'est ça. Ils vérifier. pourront regarder ce qui existe et entre ce qui est obligatoire, on l'a évoqué, hein, la mutuelle, éventuellement la prévoyance, et puis après tous les compléments. Les biens privés, les assurances privées, je ne vais pas y revenir. Il faut juste avoir à l'esprit qu'un véhicule, que ce soit un véhicule privé ou professionnel, voilà, il s'assure de la même façon, mais si c'est un véhicule professionnel, il y a certaines options qu'on a vues qui sont importantes. Hein. Il est important par rapport aux assurances privées, souvent moi ce que j'explique, et c'est comme j'expliquais par rapport à ce qu'on peut souscrire en parallèle à la banque. Moi, au fil du temps, je me suis un peu interrogé sur ce que j'avais mis en place euh, en assurance chez Groupama parce que je suis mon propre auditeur, on va dire, et ce que j'avais déjà en place ailleurs. Et on se rend compte qu'effectivement, dans ces domaines de l'assurance, on a souvent des doublons, clairement, parce que en fonction du niveau de la carte de paiement que l'on a, en fonction des contrats que l'on peut souscrire quand on achète du matériel électroménager, par exemple, en fonction de la garantie que l'on prend sur le véhicule quand on achète un véhicule neuf, on se retrouve souvent avec des doublons. Donc, c'est toujours intéressant, effectivement, de regarder. Enfin, moi, je suis vraiment je suis toujours aussi dans une démarche aussi de faire quelques économies. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait certaines choses que j'avais souscrites que je n'avais pas besoin parce que ça fait doublon. Euh, je donne un exemple précis. Il m'arrive d'aller au ski, je souscrivais tout le temps l'assurance carré-neige pour faire en sorte que si j'étais victime d'un accident ou mes enfants étaient victimes d'un accident, qu'on vienne nous chercher sur les pistes, qu'on soit rapatrié, etc., qu'il y ait les frais de médicaux qui soient pris en charge. Et puis, je me suis rendu compte à un moment donné que ça, c'était couvert dans mon contrat d'assurance habitation. Donc, les quelques euros que je donnais, en fait, finalement, en plus de mon forfait de ski, je pouvais les conserver parce que j'étais déjà couvert dans mon contrat d'assurance habitation. Donc, il faut effectivement faire attention à ces notions de doublons. Hein, ça, c'est hyper important. À titre personnel, ce que l'on peut dire, c'est que, en règle générale, effectivement, les gens sont assurés pour leur véhicule, ils sont assurés pour leur habitation, qu'on soit propriétaire ou locataire. Dans nos coins, surtout, voilà, en règle générale, on est assuré. On n'a pas forcément de protection juridique, comme en professionnel. Vigilance par rapport à ça, parce que, encore une fois, on est dans un monde de plus en plus procédurier. Les problématiques de voisinage, c'est de plus en plus récurrent. Je vous parle de ça parce que c'est ce qu'on voit, nous, énormément en déclaration de sinistre. Les litiges de contrat de travail, ça existe aussi. Ça veut dire que là, on est là, je me place vision salarié. Hein, salarié peut être licencié injustement. Et s'il veut entamer une procédure, comme avec un litige avec un voisin, à un moment donné, on peut être amené d'aller devant les tribunaux et de devoir avoir à financer des frais d'avocat, d'où l'importance de cette garantie de protection juridique. Pour le reste, je vais vous parler, ça n'apparaît pas là, mais je vais vous parler quand même d'une garantie qui est très importante, hein, à titre privé, en lien toujours avec cette notion de prévoyance, invalidité décès. C'est la garantie des accidents de la vie. Tout le monde en parle, les banquiers en parlent, les assureurs en parlent, et on reçoit même dans le cas du démarchage, même si on est beaucoup moins démarché qu'avant, mais on reçoit même souvent des appels là-dessus pour se couvrir contre les accidents de la vie privée. C'est une vraie problématique. Hein. C'est une vraie problématique parce que le régime de base prévoit, en cas d'invalidité, une indemnisation uniquement pour une invalidité à plus de 66%. C'est-à-dire que si, dans le cadre de mes activités de vie privée, que ce soit bricolage, voyage,
sport, chasse ou quoi d'autre, vélo également, parce que le vélo n'est pas un véhicule à moteur, donc voilà, on est aussi dans le cadre des accidents de la vie privée. Je suis victime d'un accident. Suite à ça, je suis invalide. Si je suis invalide à moins de 66%, le régime de base ne versera rien. D'où l'importance, effectivement, de se couvrir soi-même et sa famille pour faire face aux préjudices des accidents de la vie. Alors, une garantie d'accident de la vie, ça ne couvre pas que l'invalidité, ça couvre aussi du décès. Mais décès, encore une fois, voilà, une assurance habitation, enfin une assurance de prêt immobilier le prévoit déjà. On peut avoir des garanties spécifiques que c'est dans son contrat prévoyance, qu'on soit salarié ou qu'on soit travailleur non salarié. Mais l'invalidité suite à accident de la vie privée peut avoir effectivement des préjudices énormes, quoi. Et je la mets en avant là, non pas forcément par rapport aux travailleurs non salariés, puisque les travailleurs non salariés, encore une fois, dans leur contrat prévoyance, il y aura de l'invalidité, mais je le mets en avant par rapport à leurs conjoints et par rapport à leurs enfants. Un enfant qui est victime d'un accident de la vie privée, qui se retrouve invalide suite à ça, je pourrais vous citer des exemples malheureux qu'on a vécu. C'est toute une vie de souffrance morale, mais aussi de souffrance financière, avec tout ce que ça peut représenter. Imaginez un enfant dans un fauteuil électrique et qui a besoin d'une tierce personne au quotidien. Imaginez ce que ça représente déjà moralement et ce que ça représente aussi financièrement. Donc, penchez-vous, c'est important, sur cette notion de prévoyance individuelle à travers les garanties des accidents de la vie privée. Voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à cette notion-là. Je n'ai pas de slide sur la retraite. Je vous dirais juste que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la retraite, ça s'envisage dès le départ. Qu'on ne sait pas dans 30 ans comment ça va se passer et que tout ce qui sera fait, ça sera positif. Ça veut dire que l'on démarre en mettant 50 € par mois aujourd'hui pour sa retraite, parce qu'on ne peut pas faire mieux, ou on a une capacité aujourd'hui de mettre 10 fois plus, ça sera toujours ça de fait. Bien évidemment, ça doit évoluer au fil du temps. Ça doit être suivi et évoluer au fil du temps. Depuis 2 ans, la loi Pacte a simplifié un peu tout ce système de contrat retraite individuel, puisqu'auparavant, vous aviez des contrats qui étaient spécifiques pour les travailleurs non salariés, des contrats spécifiques pour les salariés, spécifiques pour les exploitants agricoles, etc. C'était compliqué. Ce qui fait qu'une vie n'étant pas linéaire, quand on commençait salarié, on mettait en place ce qu'on appelait un plan d'épargne retraite. Et puis, un jour, on a un projet pour se mettre à son compte. Du coup, on pense à la retraite, et puis là, il fallait qu'on mette en place un contrat retraite Madelin. Ce n'était pas le même. Puis au moment de la retraite, on se retrouve avec 50 000 contrats différents à devoir délier. C'était relativement compliqué. La loi Pacte a fait qu'aujourd'hui, c'est un contrat qui s'appelle le PERIN, le plan d'épargne retraite individuel, qui va vous suivre tout au long de votre vie et qui va pouvoir évoluer, que vous soyez salarié, travailleur non salarié, éligible loi Madelin ou non éligible loi Madelin, pour épargner sur ce même contrat et faire qu'au moment de la retraite, voilà, vous ayez un seul et même contrat à délier, à faire jouer en fait. Voilà, ça c'est, même si on peut avoir 25 contrats retraite, c'est pas problématique, mais c'est beaucoup plus simple. Deuxième avantage, c'est que ces contrats d'épargne retraite individuelle avaient un désavantage par le passé, c'est qu'au moment de la retraite, ils sortaient uniquement sous forme de rente. Donc c'était problématique parce que c'est souvent des systèmes de rente viagère et les montants étaient beaucoup moins importants que ce qu'on imaginait. Depuis la loi Pacte, on a la possibilité au moment de la retraite de sortir ce qu'on a épargné pour la retraite sous forme de capital. C'est-à-dire si j'ai 50 000 sur mon contrat, eh ben, je pourrais sortir 50 000 en une fois, en plusieurs fois, je pourrais faire ce que je veux, mais au moins c'est un montant concret. La seule petite problématique par rapport à ça, c'est que c'est imposable au moment de la sortie, donc ça sera intégré dans les revenus imposables. Mais néanmoins, voilà, aujourd'hui, qu'on soit salarié ou qu'on soit travailleur non salarié, on a ce même contrat qui s'appelle le plan épargne retraite individuel qui se met en place et qu'on doit faire évoluer au fil du temps. Bien évidemment, pour les gens qui nous intéressent, pour les entrepreneurs, c'est un contrat sur lequel on envisage les versements aussi en fonction des résultats.
Ça veut dire que l'idée, c'est d'envisager de verser de façon récurrente dessus, hein, par exemple tous les mois, mais également, en fonction des résultats de l'entreprise, de pouvoir compléter les versements. Ça permet de sortir proprement de l'argent de l'entreprise et puis voilà, de capitaliser pour sa retraite. Après, préparer la retraite, ça se fait sous différentes formes. Ça se fait aussi à titre individuel. Ça se fait aussi sous forme de projets immobiliers qui sont gérés aussi par les assureurs. Ça se fait aussi dans le cadre de dispositifs épargne salariale, hein, quand j'emploie. Et ça, j'en parle maintenant parce que c'est important. Vous démarrez votre activité, pour la plupart, vous allez être tout seul. Si demain, vous embauchez une personne, et souvent, on embauche le conjoint ou on embauche un enfant, là, ayez dans votre tête épargne salariale. Ayez juste ce mot-là, et puis vous en parlerez à votre assureur à ce moment-là, parce qu'aujourd'hui, pour un employeur de main-d'œuvre, quelqu'un qui a au moins un salarié, c'est le dispositif d'épargne pour la retraite qui s'adresse aussi bien aux salariés qu'à l'employeur, mais c'est le dispositif idéal. Voilà ce que j'avais à vous dire sur ce côté retraite. Eh ben, merci beaucoup. Merci aux participants qui sont restés jusqu'au bout. On enverra de toute façon voilà, tous les liens plus le support par mail d'ici demain maximum. Et puis, voilà, merci à Cyril pour toutes ces informations. C'était avec plaisir. Voilà. Merci à vous tous et puis je vous souhaite une très belle journée. Bonne journée à tous. Au revoir. Merci beaucoup, bonne journée. Au revoir.